Bonjour et bienvenue dans votre podcast Pensée Psycho. On est maintenant au deuxième épisode, après le succès du premier épisode. Je me présente, je suis Mostafa Mala, votre présentateur, étudiant en psychologie et psychopathologie en licence 3 à Lyon 2. Et toujours Lucie Boria, même cursus, tout pareil quoi. Donc moi je vais être un peu moins présente dans ce podcast parce que du coup c'est pas trop mon sujet aujourd'hui qu'on va aborder, mais je serai là pour poser des questions. Aussi, on voudrait préciser que dans les prochains podcasts, on a officiellement une collègue qui se joint à nous. Après, pour être tous les trois ensemble au même endroit, c'est compliqué, mais on la présentera en temps et en heure. Exactement. Le thème de cet épisode va porter sur la clinique du pénitentiaire, carcéral et criminologie, qui est le domaine dans lequel je voudrais idéalement me spécialiser et l'une des deux spécialités de psychologie clinique qui me passionne le plus, aux côtés de la psychologie de la santé bien sûr. Et dans ce thème, on va essayer de vous donner des visions de L3, des réflexions de licence 3 sur cette pratique-là. Alors, ça va moins être un podcast théorique, mais plus un podcast sur la pratique clinique. Donc, Et parfois sur nos interrogations aussi. oui, bien sûr, surtout sur nos interrogations. Parce que moi, j'ai déjà eu à travailler, à faire un stage dans ce milieu-là, et je me focalise dans mes recherches, dans mes expériences, dans mes questionnaires que je forme dans le pénitentiaire, dans l'espoir de pouvoir commencer à tracer mon chemin à partir de la licence. On est encore loin. Et du coup, Lucie est là pour me donner la réplique, pour me donner ses interrogations et pour pouvoir réfléchir avec moi sur le sujet. Alors, on va commencer par une définition de la criminologie. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu en classe. La criminologie peut se définir comme un champ de pratique qui englobe plusieurs spécialités qui vont étudier le crime dans une société. Alors, on a des psychologues cliniciens, des juristes, des sociologues, des ethnologues, des anthropologues. Parce qu'en France, le titre de criminologue n'existe pas. C'est un champ qui englobe plusieurs personnes et le travail de plusieurs personnes pour étudier un seul et même phénomène. Je crois que c'est en Belgique, il me semble que le titre de criminologue existe, et donc du coup en fait c'est une formation qui commence dès la L1, et dans les cours on a des cours de droit, des cours de sociaux, des cours de psycho, donc du coup ça mélange, c'est interdisciplinaire ou vraiment il y a, pluridisciplinaire peut-être même, je sais pas quel terme est le plus approprié. Mais oui, du coup, ils ont une parcelle de chaque vision pour essayer de travailler dans ce domaine-là. Après, est-ce que c'est la meilleure formation à avoir ou pas ça reste encore à interroger, je pense. Ouais, et les opinions entre la France et les autres pays sont différentes. La France estime que il faut plusieurs personnes pour étudier ce phénomène-là qui est considéré comme un phénomène grave. Donc, elle veut qu'il y ait des spécialistes dans chaque branche plutôt que une personne avec des bases dans chaque discipline. Tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant qu'on a défini la criminologie dans le sens vague, on va définir la criminologie dans la psychologie clinique. La criminologie dans la psychologie clinique, on va un peu, ce qu'on fait souvent dans ce podcast, c'est on va un peu attaquer les fantasmes de la société par rapport à ça. Profiler, pas vraiment. En tant que psychocriminologue, il y en a qui se spécialisent dans la création des outils de prédiction. Encore que on n'est pas très sûr que la prédiction soit vraiment possible. Oui, elle se base sur des statistiques et autres. Mais en tant que clinicien criminologue, je pense que notre travail, c'est plus être dans la définition de cliné, être au chevet, le cas par cas, d'être au chevet du patient, d'être au chevet du criminel, là, pour ainsi dire, même si ce mot m'écorche la langue quand je le dis. Criminel. Ouais, c'est comme d'autres mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais
C'est comme fou, par exemple. Pour moi, ça n'a pas... Criminel qui a commis un crime, quoi. Donc, du coup, ça Oui, reste. ou fou qui présente une folie. Parce que... Non, parce que le fou, c'est pareil, le crime et le fou, ça dépend de la société et du contexte dans lequel on est. Oui. Mais je pense que ce terme va finir par changer parce que criminel, ouais, bon, je me positionne d'une façon assez bizarre par rapport à ça et qui est très qu'il faut pour être criminologue, mais en tant que personne qui est difficile à concevoir. Pour moi, c'est moins des criminels et plus des personnes qui ont commis des crimes. Ça fait très SJW maintenant que je le dis, mais dans ma tête, ça résonne comme ça. Bon. Cela dit, je trouve que ça fait sens. Il y a une nuance dans le fait de, un criminel, il y a un homme qui a commis un crime. C'est vrai que on peut y voir une certaine nuance, mais après, je ne sais pas si c'est une nuance qui va être accentuée dans les années à venir jusqu'à changer le terme ou pas. Quand on est psychologue clinicien auprès d'un criminel, on est à son chevet, on fait du cas par cas et on l'accompagne. Et quand on est clinicien, là je pense qu'on va un peu passer au positionnement clinique qu'on va aborder plus tard, mais je vais en dire quelques mots avant et j'en reparlerai plus tard. En tant que clinicien, on se positionne du côté du patient. On est là pour le patient. Et oui, ce patient a fait des victimes, et se positionner auprès de la victime, ça relève plus de la victimo. Et c'est ça qui est difficile à concevoir, parce que la société délimite cette barrière entre les gentils sont là et les méchants sont en prison. Alors que nous, on est du côté de ce que les gens considèrent comme des méchants, entre guillemets. Mais c'est pas une façon de voir les choses en tant que psychologue clinicien. Si on veut aider cette personne, si on veut aider notre patient à aller mieux, si on veut comprendre les mécanismes sous-jacents à son passage à l'acte. Comme dans les fondements de la psychologie, de toute façon, c'est bienveillance, la neutralité bienveillante et puis la suspension du jugement. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, oui, on est au chevet de toute personne humaine. Oui. Voilà. Oui. Ça dépend de nos branches, mais... Et de nos capacités aussi personnelles. Oui, mais chaque psychologue est au chevet de ses patients. Et là, on en parlera dans le transfert, contre-transfert. Il y aura un sacré épisode là-dessus. Grave. Le rôle du psychologue dans une institution carcérale, là, c'est un rôle qui aura tendance à changer d'une institution à une autre, parce que oui, on a le rôle de clinicien, mais parfois, par exemple, dans mon dernier stage, ma tutrice occupait aussi le rôle d'expert, plus ou moins. C'était plus de l'expertise à l'entrée de la prison pour définir en quelques secondes qui avait besoin d'un suivi psychologique et qui n'en avait pas forcément besoin. Enfin, ils en ont tous besoin, mais les prioritaires. Et c'est un exercice assez intéressant où on doit poser les bonnes questions pour savoir ce qu'il y a, s'il y a une addiction, s'il y a des antécédents, voir le crime commis. Parce que si c'est un délit ou une fraude ou un vol, des trucs mineurs, ils vont passer au second plan comparé à, par exemple, un meurtre, un viol ou... je sais pas, bon, il y a plein d'exemples, qui sera peut-être plus tard. Mais c'est un exercice intéressant dans le sens où on n'a pas beaucoup de temps et on doit définir qui va le plus mal de la cinquantaine, voire centaine de personnes qui arrivent en prison ce jour-là. Donc, en tant que psychologue clinicien dans une institution pénitentiaire, on a aussi... Ah oui, juste une petite parenthèse, pénitentiaire et carcérale. Depuis tout à l'heure, j'utilise l'un ou l'autre, c'est que la barrière est assez fine. Après, c'est plus une conception peut-être linguistique, enfin historique. Pour moi, du coup, je vais en discuter du coup avec toi juste avant, c'est que pénitentiaire, il y a cette idée de pénitence qui du coup était très en vogue quand l'État n'était pas séparé de l'Église, donc du coup il fallait faire pénitence. Et il y avait encore cette idée de travailler pour faire pénitence, donc d'où les pénitentiaires où du
coup, les prisonniers étaient mis au service, on va dire, de la société, en travaillant pour la société, même en étant incarcérés. Que du coup, là maintenant, le carcéral, la prison, en fait, il n'y a plus vraiment cette idée qui tourne autour, quoi. Ils travaillent plus vraiment pour la société, ils sont mis à l'écart, ils sont dans un endroit spécifique où ils peuvent étudier, des choses comme ça, évidemment, mais où l'essentiel de ce qu'ils font, en fait, ne sert pas à la société. Donc, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une distinction entre les deux mots. Cela dit, dans le langage courant, je suis pas tout à fait sûre que tout le monde fasse une distinction entre les deux. Très peu de gens la font et les deux termes existent encore. C'est-à-dire Oui. que même dans le domaine, les gens vont utiliser le terme pénitentiaire autant que carcéral. Et même pénitentiaire plus que carcéral, c'est ce qu'on a tendance à entendre. Mais bon, on va utiliser les deux pour ce podcast parce qu'on n'est pas des experts. On le rappelle. On vous dit juste nos visions. Moi, personnellement, j'apporte juste ce que j'ai vu pendant mon stage. Donc, pour revenir au rôle du clinicien dans une institution pénitentiaire, le clinicien va aussi recevoir, en bon clinicien, bien sûr, des patients dans un... Ça dépend de la prison, mais il y a des espèces de structures qui sont créées au sein de la prison, des équipes avec des psychologues, des psychiatres, ou alors, comme là où j'étais, un CMP. Un CMP au sein de la prison, il y a des CMPR ailleurs. CMP, centres médicaux. Par contre, là, ça s'appelait autre chose. Je tiens à préciser que ça s'appelait Centre médical polyvalent. Ah, pas psychologique du coup. Non. On se classait dans la polyvalence, nous. Donc, oui. Voici ce qui est du rôle du psychologue clinicien dans l'institution pénitentiaire, même si on pourrait interroger plus ça dans le sens où on fait de notre mieux pour que le patient et le détenu aillent bien, aillent mieux psychologiquement, mais c'est un exercice aussi très compliqué, dans le sens où toutes les conditions font en sorte que dès qu'on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Ce qui fait que j'ai posé récemment la question à l'une de nos profs, Magali Ravi, qui est psychocriminologue, et qui travaille beaucoup dans le milieu pénitentiaire, et je lui ai demandé comment on fait, parce que moi, de ce que j'ai observé pendant mon stage, c'est qu'il y avait trop de monde, il y avait beaucoup de gens, on pouvait pas recevoir tout le monde, les séances étaient brèves et on faisait pas grand-chose. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que certains des outils qui peuvent le plus aider, c'est les outils qui se basent sur le travail en groupe et qui utilisent des outils de médiation. Et là, je parle de médiation parce que l'un des prochains épisodes va porter sur la médiation thérapeutique, l'une des spécialités de Lucie. Ou en tout cas dans ce dans quoi je vais me spécialiser. Oui. Pas peut-être pareil. La spécialité, on a une professionnelle ici dans la médiation. Je rigole. Elle est tout aussi professionnelle dans la médiation que moi dans le pénitentiaire. Donc, Quoique même peut-être moins, parce que j'ai pas fait de stage dans la médiation du coup. on en a parlé en classe. Donc les outils de médiation et le travail en groupe, déjà quand on a un groupe par exemple de 5-6 personnes, 6 détenus, on peut leur accorder plus de temps. Parce que les prendre un par un, qui est essentiel, mais on doit leur accorder dans les 30 minutes chacun. Dans une grande institution, l'idéal c'est 45 minutes, mais parfois on est réduit à 30. On doit leur accorder 30 minutes chacun. Et dans un groupe de discussion, dans un groupe de médiation, on a plus de temps à leur accorder. Et ça leur fait aller mieux. Après, on parlera des psychopathologies, des fonctionnements psychopathologiques qu'on rencontre le plus dans la clinique du passage à l'acte, mais aussi dans la clinique de l'enfermement. Donc, ce rôle du psychologue va aussi avoir des répercussions sur la réinsertion sociale, dans le sens où un détenu qui va bien, psychologiquement, a moins de chances de récidiver. Mais pour que ce détenu aille mieux, c'est plus compliqué que ce qu'on voudrait croire.
On voudrait dire, ouais, on met les psychologues en place, les détenus vont mieux, pourquoi il y a autant de récidives? Faut aussi voir le système pénitentiaire et son dysfonctionnement dont on parlera plus tard dans l'épisode. Tu avais une question? Oui, j'ai noté une question, oui, c'est que du coup, le psychologue dans l'institution, sa place, bon, on comprend bien que c'est beaucoup tourné vers les détenus, mais du coup, ma question, est-ce que c'est tourné aussi vers le personnel qui y travaille? Parce que ça doit pas être facile non plus de travailler tous les jours dans une prison. Alors, c'est une question très intéressante. J'ai cru voir que le personnel pénitentiaire a, comment dire, l'option de demander à avoir un psychologue. Mais là, généralement, c'est des espèces de crossover entre psychologue clinicien et psychologue du travail. Oui. Et qu'ils voient en dehors de l'institution plutôt que de voir leurs collègues. Même si moi, comme j'étais le stagiaire qui traînait parfois, on avait tendance à m'utiliser comme support thérapeutique pour l'équipe et j'étais, comment vous dire, très inutile dans le sens où j'étais en 2e année de licence. Mais on voit aussi ce besoin s'exprimer parce qu'on dit il y a un psychologue pour le personnel, on le voit tous les 32 du mois. Et on voit ce besoin s'exprimer auprès du personnel parce que c'est un domaine très hostile, c'est un milieu très hostile, dans le sens où dès qu'on arrive le matin en prison, à la prison, il y a une espèce de petite nuance là-dessus. Dès qu'on arrive à la prison, on doit passer déjà plusieurs barreaux. Premier barreau, deuxième, troisième, surveillance, on regarde ton sac, on regarde ce que tu portes sur toi et après tu passes toutes les surveillances, tous ces contrôles et tous ces surveillances. Rien que ça, on commence notre journée dans une humeur, je te dis même pas. Je me doute. Après, l'accompagnement des détenus tous les jours n'est pas simple et on voit cette nécessité s'exprimer au sein des institutions. Après, mon stage n'était pas en France, donc je ne sais pas forcément comment ça se passe, mais j'ose imaginer que ça ne s'en éloigne pas spécialement. Oui. Mais du coup, oui, la question, c'est que c'est pas le psychologue criminologue qui s'occupera de ça forcément, parce que du coup, c'est pas dans son champ de compétences, enfin, pas dans sa spécialité, quoi. Bah, je dirais que non. Oui. De ce que j'ai vu, non. Mais ce serait... c'est des psychologues du travail et cliniciens. Oui, maintenant qu'on a parlé du rôle du psychologue, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais là on essaie de faire des épisodes plus courts, à votre demande bien sûr. On va parler de la position clinique et du cadre dans les institutions pénitentiaires. En tant que clinicien, le positionnement, j'en ai un peu parlé plus tôt dans l'épisode, mais là je vais pouvoir approfondir, c'est que on est confronté à une position où... comme je disais, on fait partie des, entre guillemets, gentils, dans le sens où on n'a jamais commis de crime reconnu par la loi. Du coup, on vient de l'extérieur et on rentre dans un endroit où la vision est qu'on stocke les méchants. Et on est du côté des méchants. Donc j'ai eu des interactions dans ma vie où je disais, moi je vais me spécialiser dans la criminologie. J'aime aider, ouais, c'est bizarre, mais j'aime aider des personnes dans cette situation-là parce qu'elles présentent une grande souffrance et tout. Je parlerai un peu après. Et on m'a dit, mais c'est pas possible, parfois c'est des monstres, comment tu fais? J'aime bien l'exemple du pédophile qui revient à chaque fois, et comment tu fais, comment tu peux? Ouais, bon, certes. En tant que personne, tous les jours, quand j'entends parler de ces actes, ça me laisse pas indifférent. Je trouve que c'est grave. Et franchement, ça c'est un bon questionnement à se poser parce que je me dis, si quelqu'un de ma famille a été victime d'une injustice ou d'un crime quelconque, c'est vrai que je ne reverrai plus la catégorie de criminel de la même façon. Bon, je suis en L3. Je pense que au bout de quelques années de pratique, on apprend à mettre les barrières et à délimiter. Là, c'est juste des questionnements assez naïfs. Mais pour l'instant, je n'ai pas de problème à
à vouloir aider, à accompagner des personnes en grande souffrance. Et la société choisit délibérément d'ignorer leur souffrance. Et une souffrance assez intense. Parce qu'on se pose la question, ah oui, ils sont en prison, c'est de mauvaises personnes, mais pourquoi ils sont en prison? Rien que derrière le passage à l'acte et la clinique du passage à l'acte, on voit l'expression d'une grande souffrance. Et après l'incarcération, là, on voit de nouvelles souffrances s'exprimer. Donc, en tant que clinicien, on se doit d'aider ces personnes à aller mieux. Tu avais une question, Lucie? Oui, parce que du coup je note mes questions au fur et à mesure qu'il parle pour éviter de l'interrompre. C'est juste que du coup tu dis que la société veut ignorer, ignore la souffrance. Mais en fait, je pense que je suis pas totalement sûre que ce soit une volonté d'ignorer, mais plutôt de pas reconnaître Oui. la possibilité que ces personnes-là soient en souffrance, puisqu'elles ont été des monstres, donc elles sont identifiées comme étant moins humaines, et donc forcément la souffrance étant plus ou moins un trait qu'on peut attribuer à l'humain, il y a cette volonté de dire, bah voilà, en plus on vous attribue même pas la souffrance, donc vous êtes encore moins que humain. Oui, et en plus, ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est vrai que la société ignore moins qu'elle choisit de pas reconnaître. Ça, c'est sûr. Et ce qui est drôle, c'est qu'on en a parlé hier en cours, que devant un jury qui va décider de la peine de la personne, décider si elle est coupable ou pas. Plus on explique les phénomènes psychologiques sous-jacents à son passage à l'acte, plus les jurés s'identifient à ce passage à l'acte et à ces mécanismes psychiques que nous avons tous en nous, et plus ils ont tendance à juger sévèrement. Bah oui, c'est un mécanisme de défense qu'ils mettent en place pour éviter justement de s'identifier à l'acte et au criminel, pour ainsi dire. J'ai du mal avec ce mot. Pour éviter de s'identifier à cette mauvaise personne, à ce monstre. Mais le point de vue de la clinique est tout autre, c'est que c'est des humains. C'est pour ça que je dis personnes qui ont commis un crime plutôt que criminels. C'est des humains qui ont eu quelque chose pendant leur vie qui les a poussés à commettre un crime. Bon, on arrête ici pour cet épisode. Cet épisode va être en 2 parties compte tenu du nombre de choses à dire sur le sujet. Longueur, ouais. Oui, donc on espère que cet épisode vous a plu et le prochain sortira la semaine prochaine et ce sera sur le même thème, la clinique dans le milieu pénitentiaire et la criminologie. Sur ce, on vous dit à la prochaine fois et surtout, pensez psycho!